Bonjour à tous. La semaine dernière, à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte, le roi Mohamed VI a délivré un discours à la nation qui vient une semaine après le vote de la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du Sahara. La résolution et le discours sont arrivés à un moment où les tensions sont grandes dans la région du fait d'une rude animosité de l'Algérie à l'égard du Maroc. Et malgré les pressions et les tractations en coulisses, la résolution 2602 a maintenu le cap de la stratégie onusienne pour le règlement de ce conflit régional, aussi régional qu'artificiel d'ailleurs. Et donc, ce sont des tables rondes dans le cadre d'un processus politique que le Conseil de sécurité a entériné, chargeant le nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU de s'y atteler au plus vite. Pour sa part, le roi Mohamed VI, dans son discours, a montré la fermeté de la position marocaine, légitime, légale et légaliste. Je cite un extrait du discours royal. « Nous réaffirmons l'attachement du Maroc au processus politique conduit par l'ONU. Nous réitérons également notre engagement en faveur de la recherche d'une solution pacifique pour le maintien du cessez-le-feu et de la poursuite de la coordination et de la coopération avec la MINURSO dans la stricte limite des attributions qui lui sont assignées. À ce propos, nous insistons sur la nécessité de se conformer aux paramètres définis par les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007 et qui ont été consacrées dans les rencontres tenues à Genève sous l'égide des Nations Unies. » Fin de citation. La résolution de l'ONU ne dit pas autre chose et le Maroc est aligné sur les positions onusiennes qu'il considère aller dans son sens pragmatique, équitable et juste. Et de fait, dans sa politique régionale, continentale ou internationale, le Maroc tient le cap résolu, sûr de son fait et soutenu par un nombre croissant de pays. L'heure est à la politique pour le règlement pacifique de la question du Sahara, mais l'heure est également à l'économie et à la coopération Sud-Sud. Nous en parlerons donc avec nos invités. Ali Harichi, vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, c'est Aziz. Merci d'être avec nous. Abdelhamid Ben Khattab, excusez-moi, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci d'être avec nous aussi. Alors, pour commencer, une question groupe est pour vous deux, donc deux textes qui confortent la position marocaine, aussi bien sur le plan domestique, discours royal, qu'international, la résolution de l'ONU. Comment les avez-vous reçus? Comment vous voyez l'articulation qu'il y a entre les deux, la complémentarité, l'équité, le droit? Comment vous voyez? On commence avec vous, Abdelhamid Ben Khattab. Oui, les deux textes, en fin de compte, tiennent compte d'une situation de fait, qui montre que le Maroc est résolument tourné vers la solution finale de ce problème. C'est-à-dire, nous sommes devant une phase finale pour dénouer ce problème définitivement. Le Maroc n'a pas attendu qui que ce soit pour dénouer, pour trouver une issue à ce problème. Donc, il a essayé de pousser les choses en avant, sachant bien que les positions des voisins, de l'État voisin, mais aussi du Polisario n'ont pas changé. Et par conséquent, le Maroc est tourné vers une issue plus ou moins unilatérale. Maintenant, c'est aux généraux de l'Algérie et au droit international de s'aligner sur la position marocaine. Pourquoi? Parce que dès le départ, le Maroc pour trouver une issue à ce problème, a une proposition palpable, une proposition concrète pour résoudre le problème, alors qu'aucun des protagonistes n'a proposé une solution. Le Maroc en a une. Maintenant, que les Nations Unies sachent très bien que la seule solution qui peut avoir lieu, qui peut aussi satisfaire le Maroc et aussi d'autres, le Front Polisario, c'est d'accepter la proposition marocaine, qui est une proposition finalement politique, mais qui a des conséquences juridiques. Donc, nous sommes devant un revirement de la situation que le Maroc a pu imposer depuis un certain nombre d'années maintenant, presque une dizaine d'années. On a commencé à faire bouger un peu les choses de manière, je dirais, calme, sereine, mais de manière précise aussi. Donc les choses vont bouger dans le sens le sens voulu par le Maroc. C'est ça, enfin.
Très bien, donc depuis 2007, en fait, depuis 2007, ça fait 14 ans que l'ONU marche au rythme marocain. Et bon, nous, on a fait ce qu'il fallait faire au niveau du Maroc, au niveau des élections. Alors, je ne vais pas faire le travail à votre place. Allez, Harichi, je vous laisse continuer. Donc voilà, dire ce que vous avez à dire. à ce qu'a dit mon collègue, c'est Abdelhamid. Et fait, nous ne pouvons que nous féliciter des termes et de l'esprit de la résolution 2602 qui va dans le sens du Maroc et de la proposition du Maroc depuis 2007. En effet, depuis 2007, une proposition logique, politique et qui est dans la durabilité. Aujourd'hui, bien sûr, ça pour la résolution et aussi pour le discours, donc qui confirme et réaffirme la marocanité du Sahara et ce ad vitam aeternam. Donc on n'en discute plus de ça. Autre chose, quand on voit la résolution du Conseil de sécurité, que ce soit dans les exposés des motifs ou que ce soit dans les décisions, la position du Maroc, elle est vraiment confortée. Par exemple, on voit que le Conseil de sécurité prend note de la proposition marocaine et se félicite des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l'avant vers un règlement. Donc voilà. Après, on voit que pour les droits de l'homme aussi, donc le Conseil de sécurité félicite le Maroc pour les droits de l'homme et les initiatives prises par le Maroc et le rôle joué par les commissions donc, du CNDH, Commission nationale du Conseil national des droits de l'homme, que ce soit à Dakhla ou à Lyoun, et ce qui n'est pas fait de l'autre côté, à Tindouf. On peut voir, bien sûr, dans les décisions, on voit que la prorogation d'abord du mandat du MINURSO et la solution politique juste, durable et mutuellement, bien sûr, acceptable, ce qui est proposé par le Maroc. Et à la fin, la décision numéro 16 décide de rester saisie de la question. Et ça, à contrario de ce que espérait et de ce que toujours espère l'Algérie, que ce dossier soit ramené... Formule habituelle que la résolution, mais... Non, parce qu'ils avaient demandé que ce soit le Conseil de sécurité et de paix au niveau de l'Union africaine, parce qu'il pèse ils voulaient délocaliser vers l'Union africaine. Il avait demandé déjà, il y avait déjà certains pays qui avaient soutenu l'Algérie, et quand on voit cette décision, que ce soit cette année et l'année d'avant, ça veut dire que ce dossier va rester aux Nations Unies, parce que c'est un dossier qui relève des Nations Unies et du Conseil de sécurité, et non pas du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine. Alors. Et ça, c'est très important parce que c'est en notre faveur. Il faut lire donc, comme disait mon collègue, c'est-à-dire la portée politique, mais aussi juridique de ce qui est écrit. Pour ce qui est du discours, bien sûr, le roi réaffirme encore et toujours la véracité de notre affaire, et qui est immuable, c'est-à-dire on ne discute plus de ça. Et aujourd'hui, c'est une solution proposée, c'est-à-dire les autres, le voisin de l'Est, il n'a qu'à se mettre à nous sur des tables rondes, comme c'est préconisé aussi au niveau de cette on va y arriver sur la question de table ronde, parce que, d'accord. sans vouloir faire le jeu de mots, ils sont en train de tourner en rond, mais bon, là, il va falloir qu'ils se mettent autour de la table ronde. Abdelhamid Belkhrab, est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture que Ali El-Harichi fait, excusez-moi, sur la petite mention « demeure saisie de la question ». Oui. Parce que ce n'est pas la première fois, encore une fois, que cette mention est faite. Est-ce que c'est toujours pour répondre à cette tentative cette volonté de délocalisation qu'ont les Algériens vers l'UA? Oui, absolument. Les Algériens, ça fait maintenant des décennies qu'ils cherchent à délocaliser l'affaire devant l'Union africaine. Pourquoi? Parce qu'ils jouissent au sein de l'Union d'un certain poids. Ils essayent en quelque sorte de monnayer cette affaire ou de marchander autour de cette affaire-là. Et le Maroc, on était conscient dès le départ. Donc le fait que la question reste au sein de l'ONU est une question cruciale pour le Maroc. Pourquoi? Ça permet de garantir une certaine neutralité, sachant bien que l'Union africaine, jusqu'à maintenant, ne s'est pas montrée vraiment neutre à l'égard de cette question du Sahara. On voit très bien que pour la première fois dans l'histoire du droit international, un non-État a été admis au sein d'une organisation internationale, chose qui est inadmissible. Donc on comprend que le Maroc refuse. Pourquoi? Parce que l'Algérie a un certain la RAST est membre, Polisario est membre de l'Union africaine. Chose qui est inadmissible parce que nous sommes devant une organisation interétatique, c'est-à-dire une organisation dédiée aux États et non pas
au mouvement, sinon n'importe quel autre mouvement doit avoir une droit de citer dans ces organisations. On voit très bien que l'Union africaine n'est pas crédible, assez crédible pour juger et pour aussi arbitrer dans cette question. Le Maroc apprend de son passé, pas dire de ses erreurs, puisqu'il s'était laissé surprendre en 84. Quand le Polisario avait été admis à l'Organisation de l'Unité africaine. Donc maintenant, il voit les choses. Alors, Ali El-Harichi, une lecture fine du discours de Sa Majesté. Le souverain commence et finit son discours pratiquement par une adresse aux forces armées royales. Quelle lecture en faites-vous? En fait, la citation des forces armées royales au début du discours et à la fin du discours, il porte un sens très important, un sens politique, et puis un sens qui nous montre que si on prend le discours, c'est-à-dire comme si c'était une carte du Maroc, c'est sa carte, donc c'est les frontières. Et ces frontières, c'est les forces armées royales qui sont les garants de la protection des frontières marocaines. Et donc cet hommage qui est fait au début, et plutôt les félicitations au début, et puis l'hommage à la fin nous montre, voilà, les forces armées royales, ils cadrent le discours, c'est-à-dire ils sont cités au début et à la fin du discours, comme si on avait les frontières du Maroc. Ils sont là pour les protéger et pour instaurer la paix. Parce que le roi, il le dit très bien, quand il les félicite, et ça c'est très important, parce que les Algériens, donc, ils cherchaient à pousser le Maroc à l'erreur, surtout pour le 13 novembre 2020. Ils voulaient que le 13 novembre 2020, ce que l'armée a fait en ce moment-là pour rétablir la paix et laisser le commerce, c'est-à-dire s'établir entre le Maroc et la Mauritanie et les autres pays de l'Afrique subsaharienne, n'a pas été considéré comme un acte de belligérance. C'est ce que l'Algérie cherchait, c'est ce que le Polisario cherchait au niveau de cette résolution. Au contraire, et là, il le félicite parce que c'était un acte pour restaurer la paix. Donc voilà, dans ce cadre-là, on trouve que l'armée ou les forces armées royales sont citées au début et puis à la fin. Moi, ça me rappelle un peu avec les hommages, bien sûr, avec la Sûreté nationale, parce qu'ils remplissent. Moi, ça me rappelle le livre ou le chef-d'œuvre de Raymond Aron qui parle de paix et guerre entre les nations. Ben voilà, la guerre, ben ça, c'est la loi on va dire, entre les États, mais la paix, elle est préservée par l'armée, par les forces armées. Et effectivement, c'est dans cette lecture-là que je vois que la nation, c'est-à-dire le Maroc, voilà, la force armée royale, il préserve la paix non seulement au niveau au Maroc, mais aussi dans la région. Et je pense que c'est pour cela que le discours royal, il était peut-être court, mais il était clair, ferme, et puis très cohérent, et avec des idées directrices portant des messages acquis de droit. Oui, 9 minutes ça, on va passer plusieurs messages, on en parlait, pas besoin de parler des heures. D'autant plus que citer l'armée dans le discours deux fois, c'est une façon de faire allusion, ne serait-ce que feutrée, à la situation de fait qui est celle du Maroc. Le Maroc est dans son Sahara, donc que personne ne peut nous faire sortir de notre territoire. Donc c'est une situation de fait. Et nous savons très bien qu'en droit international, les situations de facto jouent un rôle essentiel. Maintenant, le droit international ne peut que composer avec cette situation de fait. Les Algériens ne veulent rien voir dans tout cela. Tant pis pour eux. Les faits sont là. Nous avons une armée qui est capable de défendre le territoire, de le cadrer. Et le Maroc, d'ailleurs, depuis un certain temps, a parachevé le mur. Le mur maintenant, donc le Polisario, les séparatistes ne peuvent plus avoir cette zone tampon où ils jouaient auparavant. Ça y est, c'est fini. C'est une manière aussi du Maroc de régler définitivement ce conflit à sa faveur, qui veuille, les Algériens qui le veuillent. Donc l'armée aux frontières pour protéger ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas l'armée à l'intérieur, c'est l'économie, c'est les infrastructures, c'est des milliards de dollars, 8 milliards. Voilà, et c'est un territoire qui est sécurisé en plus de cela. L'armée, il joue un rôle très, très important. Donc ce n'est pas un territoire sans maître, c'est un territoire avec un maître, avec du droit, avec une armée, de la sécurité. Nous sommes devant un État, au sens propre du terme. Alors, je reste avec vous, Abdelhamid Belkhtab. Un passage de la résolution 2602.
considérant que la solution politique de ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe contribuerait à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel. Alors, ce n'est pas la première fois que ces termes sont utilisés, la coopération entre les États de l'UMA, la solution politique, la sécurité et la stabilité au Sahel. Mais cette année, en 2020, ça n'a pas une résonance particulière avec les différents défis dont parle le roi dans son discours. Alors, il y a le Mali, il y a le problème d'une manière générale au Sahel, il y a la force Barkhane française, et Takuba aussi, il y a les Algériens, Nous bon, on voit la trouvons dans un espace explosif, en quelque sorte. Et la seule partie qui vit en paix, c'est le Maroc, si l'on peut dire. Donc, le Maroc constitue le gage de stabilité dans tout cet échiquier qui est l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, nous savons très bien que l'Algérie, depuis un certain temps, jouait le jeu d'une escalade. Pourquoi il cherche l'escalade? Tout simplement parce que les Nations Unies ont toujours considéré le conflit au Sahara, le conflit du Sahara occidental, comme étant un conflit de basse intensité. Et par conséquent, il ne nécessite pas l'intervention directe des Nations Unies et ne nécessite pas aussi le déploiement d'une grande force pour régler le problème. Les Algériens, par contre, cherchent à augmenter la tension dans la région pour inciter justement les Nations Unies à intervenir et à faire activer le chapitre 7 si c'est possible, comme étant pour montrer que nous sommes devant une situation... décision contraignante avec coercition à la Et le jeu, ça n'a pas marché. Contrairement au chapitre 6 où nous sommes actuellement. Nous sommes au chapitre 6, absolument, puisqu'il n'y a pas de menace pour la sécurité et la paix internationale. Les Algériens cherchent à montrer que le Maroc est un pays qui est colonisateur, c'est un pays aussi usurpateur, et par conséquent, les Nations Unies... tout y passe, toute la... Voilà. Et le jeu n'a pas... Justement, les Nations Unies n'ont pas accepté ce discours-là, parce qu'ils savent très bien que nous sommes devant une situation dans laquelle les choses ont changé. Alors justement, une petite précision, Abdelhamid Belkhatab. Quand cette résolution a été votée, donc c'était vendredi, 30, je crois, 31, vendredi, et le lendemain, il y a eu un communiqué des Affaires étrangères algérien, du ministère algérien des Affaires étrangères, disant... Déception complète. Déception complète, mais menaçant la région de déstabilisation si on applique la résolution telle qu'elle est. Ça veut dire quoi quand un État renvoie une résolution à la figure des membres du Conseil de sécurité de cette manière? Oui, nous sommes devant... Parce qu'eux, ils parlent de stabilité, ça contribue à la récalcitrante de l'Algérie, ça, on le sait. Pourquoi? Parce que les Algériens se sentent pour la première fois délaissés par les Nations Unies. Ils ne sont plus l'enfant gâté de la région. Et donc, le pétrole, le gaz algérien ne joue plus pour soudoyer les membres du Conseil de sécurité ou qui que ce soit. Donc on voit très bien que l'Algérie perd petit à petit donc, cette situation d'État, je dirais, gâté, en quelque sorte. Les Algériens, c'est un régime gâté, que ce soit pour les Européens ou pour les Africains. Là, cette situation change actuellement. Nous sommes devant un État émergent, une puissance internationale qui commence à émerger, qui est celle du Maroc. Les Algériens, on les voit très bien, ils commencent à perdre du terrain, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, petit à petit. Pourquoi? Parce que absolument. Donc le discours politique de la diplomatie algérienne est un discours qui demeure un peu énervé et non diplomatique au fin de compte. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le Conseil de sécurité et l'ONU a changé dans le fond. Absolument. Et eux ont changé dans la forme, mais pas dans le fond. Donc on continue on peut dire les choses comme ça. Alors Ali El-Harissi, revenons donc au discours de Sa Majesté, où le souverain fait 2 fois mention aux partenaires. Je cite: « Nous sommes tout à fait fondés à attendre de nos partenaires qu'ils formulent des positions autrement plus audacieuses et plus nettes au sujet de l'intégrité territoriale du royaume. » Première citation. Deuxième citation. « À ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, nous déclarons que le Maroc n'engagera avec eux aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. » Est-ce qu'on peut considérer à travers ces 2 extraits que le roi durcit le ton, le Maroc durcit le ton face aux partenaires hésitants ou manœuvriers, on peut dire des choses comme ça? En fait, c'est clair et net. Maintenant, ce n'est plus un discours conciliant ou un discours où on attendait des retours, c'est-à-dire maintenant c'est un discours
clair, net. Et en fait, c'est une continuité dans les discours du roi. D'ailleurs, si vous vous rappelez, dans le discours de la fête du trône, en citant les partenaires traditionnels, donc nous avions le problème avec l'Espagne et d'autres pays, il disait, il faut que ces pays redéfinissent leurs relations et leur façon de bâtir, c'est-à-dire une relation avec le Maroc. On n'est plus du temps des rapports nord-sud sur la coopération, le développement. Comme a dit mon collègue, le Maroc est une puissance émergente dans la région, une puissance économique, une puissance géopolitique, et c'est-à-dire maintenant, on est des partenaires. Et quand on parle de redéfinir leur position, on ne peut plus traiter le Maroc comme si on faisait des accords il y a 40 ans ou 50 ans. Aujourd'hui, donc, le discours, il ne faut pas... C'est-à-dire il est adressé à l'Union européenne. Donc, quand on parle clairement à certains pays, dans un sens, c'est l'un des destinataires. Parce que là, le Maroc, c'est-à-dire n'engagera aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. Donc ça, c'est le discours du roi. Parce que si on revient à la décision du tribunal européen par rapport à la Commission, les accords d'agriculture, de la pêche, on parlait voilà, il fallait exclure cela pour que la Commission européenne puisse avoir ou prolonger ou proroger ces accords avec le Maroc. Maintenant, ce n'est plus le temps de encore avoir une position floue. Et ça, c'est les 2 ou 3 pays qui sont concernés au niveau de l'Union européenne. Si on parle les pays avec qui nous avons on va dire des alliances traditionnelles, d'abord, ils ne peuvent plus être flous, étant donné que la première puissance mondiale a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Le roi en parle dans le discours aussi. Oui, effectivement. Pour ne pas rester dans le flou, d'abord, ils doivent avoir une position claire et nette. Et que ce qui s'est passé avec l'Espagne il y a 3, 4 ou 5 mois, donc ils ne peuvent plus nous refaire ça. Et la réponse du Maroc a été très claire en rappelant son ambassadeur au niveau qui était à Madrid. Et le Maroc n'est plus dans l'hésitation. Il y a l'Allemagne aussi. L'Allemagne, c'est vrai, nous avons un partenariat un peu linéaire avec, mais... Pas comme les Français et les Espagnols. Pas comme les Français et les Espagnols, mais elle a des intérêts. Parce que l'Allemagne, c'est les intérêts. Il ne faut pas oublier, c'est peut-être le gaz. Il y a le gaz qui vient de la Russie. On peut dire que ce discours est aussi quelque part le prolongement ou la suite. Je vous pose la question à tous les deux. Le prolongement ou la suite de celui du 20 août de la Révolution du roi et du peuple, quand le souverain avait eu des mots durs pour les Européens sans les citer. Certains veulent nous freiner. C'est une continuité. Le roi est en train de réinventer en quelque sorte le nationalisme marocain. Nous sommes en train, nous assistons à travers le discours royaux à l'émergence d'un nouveau discours nationaliste, d'un genre nouveau en fin de compte. Nous sommes devant un nationalisme qui prend l'ouverture sur le monde, la paix, la sécurité. Donc nous ne sommes pas dans le cadre d'un nationalisme belliqueux, mais pacifique en quelque sorte. Mais nous sommes aussi devant un positionnement ferme sur l'échiquier international et une défense farouche des intérêts du Maroc. Et je crois que décomplexé, le roi se positionne... Totalement décomplexé, c'est-à-dire nous sommes sûrs de notre droit, nous sommes chez nous. Et le roi se positionne au-devant de la scène, c'est-à-dire je suis le défenseur des intérêts des Marocains. Et je crois que nous sommes en train de voir émerger ce discours petit à petit, et c'est le prolongement du nationalisme marocain classique, bien entendu, mais avec un discours nouveau. Et le Maroc, actuellement... C'est-à-dire on va chercher à personne chez lui, mais ne venez pas nous chercher des problèmes chez nous. Parce que là, on se défend. C'est défendre nos intérêts. On s'inscrit dans un réalisme sur les relations internationales, mais aussi dans la coopération, dans le libéralisme, c'est-à-dire la coopération quand il le faut, les gens, mais aussi dans la diplomatie et la stratégie et la défense des intérêts nationaux. Le Maroc se dote aussi des moyens de sa politique étrangère, c'est-à-dire des moyens qui lui permettent au niveau international de se positionner, de prendre des décisions fermes, mais aussi de dire non, même à ses alliés, lorsqu'il le faut. On voit très bien que nous avons des alliés, on voit très bien en Europe qu'ils sont flous dans leur positionnement à l'égard du Maroc. Il est temps actuellement que les choses se clarifient dans la diplomatie, bien entendu, dans un langage qui est toujours serein et courtois. Mais la fermeté, elle est là.
Comme vous dites, un nationalisme ou un patriotisme Voilà, une réinvention du nationalisme. Qui est assuré. Voilà. Dans un sens où le Maroc fait ce qu'il a à faire. Pour le climat, on est classé, je crois, j'ai vu un classement sur le... 17e. Non, 5e. 5e après le Danemark, la Suède. Vraiment un très, très bon classement. Pour la migration, le Maroc est considéré comme leader de la migration. Pour la sécurité, on coopère en matière de sécurité, de migration, de sécurité. Mais il ne faut pas venir nous chercher. Alors, je reste avec vous, Abdelhamid Belkhtab. Je voudrais vous poser une question. Donc, vous êtes enseignant de droit international. C'est intéressant de nous expliquer un peu ce que ça veut dire le processus politique. Le roi, encore une fois dans son discours, parle de renforcer le processus politique en cours, à appuyer les efforts déployés pour parvenir à une solution définitive réalisable. Alors, le processus politique dont parle le roi, on le retrouve 7 fois, j'ai fait le compte, 7 fois dans la résolution de l'ONU. C'est quoi déjà un processus politique? Est-ce qu'il y a un alignement? Mais comme le temps passe, on se retrouve juste après la pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue, on démarre cette seconde partie du débrief. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous parlons donc du dernier discours royal de la Marche verte et de la résolution 2602 de l'ONU, votée donc adoptée en fin du mois d'octobre, et une concomitance entre les deux textes. Donc nous en parlons avec Ali El-Harichi, qui est doyen de l'Institut politique, juridique et social à Mondiapolis, et avec Abdelhamid Belkhtab, qui est professeur de droit de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Juste avant la pause, Abdelhamid Belkhtab, je vous posais la question sur le processus politique. Donc, le roi Mohammed VI, dans son discours, parle de renforcer le processus politique en cours pour appuyer les efforts déployés, enfin, en vue de parvenir à une solution définitive réalisable. J'étais en train de vous dire, donc, juste à la fin de la première partie, que le processus politique dont parle le souverain a été cité 7 fois dans la résolution 2602. Que veut dire le processus politique en termes de droit international? Et est-ce qu'il y a un alignement? On voit bien qu'il y a un alignement des deux positions, marocaine et onusienne. Lorsqu'on parle de processus politique, il faut l'opposer au processus juridique. Donc on voit très bien que le processus politique se base essentiellement, sinon exclusivement, sur les négociations. Alors que le processus juridique, il se base sur les décisions des Nations Unies. Et on a vu, après des décennies, que la solution, que nous nous trouvons dans une situation d'impossibilité objective pour trouver une solution juridique à ce problème. Il n'y a pas de solution juridique à ce problème. Donc, il ne reste qu'une solution politique. Une solution politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'asseoir sur une table et discuter des problèmes pour résoudre le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une norme de droit qui n'existe pas auparavant. C'est-à-dire, nous laissons le droit... D'ailleurs, le droit international lui-même est un droit qui se base sur la négociation. Le droit international n'est que le fruit et le résultat des négociations entre les États. Donc, nous sommes devant une situation politique qui va créer par la suite une situation juridique. Lorsque les protagonistes, à savoir le Maroc, l'Algérie, le Polisario, la Mauritanie, trouveront une solution négociée, concertée et acceptée par tout le monde, nous sommes dans ce cas-là devant une situation, une solution durable et aussi équitable, puisque tout le monde l'accepte. Et puisqu'il est équitable et durable, voilà, nous compromis mutuellement acceptable. Voilà, le contrat qui praticable. Oui, le contrat qui va tomber sera tout simplement un contrat ou une convention internationale. Et une convention internationale qui est, en quelque sorte, une situation exécutoire pour tout le monde. Dans ce cas-là, la négociation crée le droit international à venir. Donc, si les Algériens veulent réellement trouver une solution définitive à ce problème-là, les négociations, il n'y a pas d'autre solution. Le droit international est incapable. D'ailleurs, rares sont les solutions trouvées par le droit international. Le droit international se base souvent sur les négociations et se base aussi souvent sur un discours flou. Et le discours flou ne satisfait personne. Et dans ces situations-là, il faut un discours clair qui est accepté par tout le monde avec des clauses bien définies, des clauses bien précises qui vont mettre fin définitivement à ce conflit. Donc, nous sommes devant un processus politique qui engendrera par la suite une situation de droit international qui sera obligatoire pour tout le monde et aussi exécutoire pour tout le monde. Très bien, c'est très clair. Donc voilà, c'est très clair. En face,
on a les voisins de l'Est, les Algériens. Alors, dans leur fameux communiqué des affaires étrangères, voilà, c'est la géographie. c'est quand même assez curieux que quand on parle de ce communiqué de ça, on a le sourire aux lèvres. Enfin bon. Dans ce communiqué, donc, on parle de déstabilisation, menace les Algériens, donc le ministère de la Mamra menace l'ONU de déstabilisation, et puis il demande à revenir à la résolution 690 qui date de 1991, c'est-à-dire l'année où a été signé le cessez-le-feu. Or, l'ONU, dans sa résolution, le premier point de son préambule parle, donc date la nouvelle phase de l'affaire du Sahara 2007. à 2007. Et le roi donc elle demande au secrétaire général d'appliquer les résolutions depuis 2007. Et le roi, pour sa part, il ne retient que les paramètres définis depuis 2007. Alors, deux questions pour vous. C'est quoi ces paramètres et pourquoi la date de 2007 est importante? Bon, d'abord, la résolution 690, c'est la résolution qui est relative au cessez-le-feu et l'arrivée de la MINURSO pour essayer de régler ce problème. La MINURSO, donc, c'était la mission des Nations Unies, enfin, c'est la pour le référendum donc, au Sahara. Donc nous sommes en 1991, ça fait 30 ans. Le cessez-le-feu, d'accord, ce cessez-le-feu pour trouver la solution du référendum. C'était ça. C'est pour cela que les Algériens pensent toujours et évoquent le référendum. Mais comment peut-on faire un référendum avec une population qui est de l'autre côté, c'est-à-dire de Tindouf, qui est une population qui a été kidnappée, une population qui est formée par plusieurs pays, c'est-à-dire qui vient de plusieurs pays et qui n'est pas tout à fait vraiment du Sahara. Alors que si le vrai référendum, ou même le plébiscite, ce sont les élections du 8 septembre, où les Marocains, les Sahraouis marocains sont allés voter d'une manière massive, avec un taux qui a dépassé, c'est-à-dire 66%, et même parfois les 80%. Ça, c'était même pas un référendum, c'est un plébiscite de leur identification au Maroc, c'est-à-dire de l'identité de cette région et de son appartenance au Maroc. Donc eux, quand ils évoquent le 690, d'ailleurs ils le disent, il faut retourner au référendum. Mais quel référendum? Est-ce qu'il y a et comment peut-on recenser? Et si on revient aux Nations Unies, quand le Maroc était dans ce process avant 2007, on a vu, moi j'avais travaillé à mémoire, je me rappelle que on trouvait des pères, c'est-à-dire on avait un père pour reconnaître est-ce que son fils, effectivement, c'est son fils. C'est ce qui se passait en Suisse. Il y avait des gens qui ont été kidnappés et qui ne voulaient pas reconnaître leurs enfants qui étaient au Maroc, c'est-à-dire qui étaient à Al-Ayoun. Donc, avec quoi on va faire un référendum? Donc, eux, ils veulent ne pas arriver à la solution politique. Donc, aller dans le sens du droit international. Maintenant, quand on parle de 2007, c'est la proposition du Maroc du 11 avril, qui est 2007, où le Maroc propose un projet donc de large autonomie, mais bien sûr une autonomie qui reste dans le cadre du Maroc. Et ce qui vient après, puisqu'on est dans la régionalisation, on est dans une régionalisation avancée qui répond d'une manière ou d'une autre à cette autonomie, parce que c'est une région du Maroc, donc on peut aller dans ce sens. Bon, ça sur le plan interne. Mais quand on parle de 2007, la proposition du Maroc, elle est très claire. Ce territoire et les Marocains, il va être gouverné où, c'est-à-dire il y aura un parlement local, et c'est ce qui est maintenant, c'est ce qu'il y a avec la région. La régionalisation avancée, maintenant toutes les régions sont logées à la même enseigne, 12 régions exactement les mêmes. Mais au contraire, la proposition marocaine dépasse de loin le projet de régionalisation, puisqu'il permet au Parlement qui sera élu aux provinces sahariennes de légiférer, alors que cette reconnaissance, cette compétence n'est pas reconnue aux conseils régionaux. Oui. On voit très bien que nous sommes devant une autonomie au sens propre du terme. Maintenant, c'est une forme aussi d'autodétermination. C'est une forme d'autodétermination. Justement, je voulais vous poser la question. Ils auront à gérer leur budget, ils auront à faire des lois. Des lois, bien sûr, qui ne seront pas incompatibles avec la Constitution, absolument. Entre le plan d'autonomie de 2007 et ce qui se passe aujourd'hui avec la régionalisation avancée, c'est une exception. L'autonomie, ça dépasse le cadre. Non, je sais, j'ai lu le texte d'autonomie qui est extrêmement détaillé, extrêmement profond. Oui. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons donc 3 régions dans les provinces sud,
un élu issu de ces régions est le président de la deuxième chambre, c'est-à-dire le quatrième personnage de l'État. De l'État, oui. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement, avec cette régionalisation avancée, pourquoi mettre les provinces du Sud pas comme les provinces du Nord et donc créer quelque chose de différent? C'est la même chose, c'est les 12 régions, de L'Guera à Tanger, de Oujda à Casa, et c'est pareil. C'est ce que le Front Polisario des séparatistes n'ont pas compris. Oui. Ils n'ont pas compris que, qu'en acceptant l'offre marocaine, ils deviennent tout simplement citoyens d'un État déjà bâti, d'un État déjà fort, d'un État qui reconnaît la citoyenneté à tous ses enfants. Et dans ce cas-là, être un Sahraoui, c'est aussi être un Rifin ou être un Chelh ou être... c'est un Marocain, donc c'est un citoyen marocain et qui a droit de bénéficier de toutes les chances que lui octroie, justement, qui lui est octroyée par la Constitution et par le droit. Donc, à quoi bon construire un État fantoche qui n'a aucune, je dis bien aucune possibilité de subsistance? Un État il a aucun fondement, dans la région, historique c'est déjà. exactement. Aucun élément constitutif dans le droit même Voilà. pour être un État. Aucun élément constitutif. Nous sommes devant donc une obstination plutôt idéologique que réaliste. L'obstination des Algériens et du Front Polisario, c'est une obstination qui relève d'un fantasme idéologique. C'est-à-dire combattre, je ne sais pas ce qu'on doit combattre, j'arrive pas d'ailleurs, j'arrive toujours pas à comprendre quel est l'intérêt de l'Algérie derrière tout cela. Alors, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt visible. Et si vous leur demandez, si on leur demande, et on leur demande souvent, quel est votre intérêt dans ce... Non, on vous répond, non, on défend le droit des peuples à l'autodétermination. Mais c'est vague comme réponse. C'est très vague. On en parlait dans les années 60. Maintenant, encore une fois, désavoué par les Russes qui se sont abstenus, qui n'ont pas voté contre, ça aurait été un veto. Désavoué par les Kenyans, désavoué par les Mexicains, qui sont des pays qui entretiennent des relations avec le Polisario. Et maintenant, donc, refus des tables rondes. Je vous ai posé la question tout à l'heure, mais là, je vous la pose d'une manière plus précise. Refus des tables rondes. Refus d'un recensement qui a été plusieurs fois demandé. Refus de prendre en considération les droits humains au niveau de Tindouf, parce que, on en reparlera tout à l'heure, mais pour le Sahara et pour le Sahara, l'ONU se félicite, je cite les termes, pour Tindouf, elle s'inquiète. Qu'est-ce que risquent les Algériens? Est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce que il n'y a pas de règles internationales, il n'y a pas de droit international? Vous savez, pour des pays qui en ont pris plein la figure pour moins que ça. Pour les stratocrates algériens, la question du Sahara n'est pas une question de principe, c'est une question, c'est un discours qui est orienté vers l'intérieur, vers la consommation intérieure. Nous savons très bien que le régime politique algérien est en perte de vitesse, il est en perte de crédibilité, de légitimité. Donc il est en train de construire une légitimité autour d'une question dont il n'a pas la maîtrise, à savoir le Sahara. Donc cette obstination à faire augmenter la tension au Sahara permet aux généraux algériens de se trouver une certaine légitimité qu'ils ont perdue depuis longtemps. Donc nous sommes devant un discours qui est orienté essentiellement vers la consommation intérieure. Moi, je ne comprends pas. Je reprends le leitmotiv de notre ministre des Affaires étrangères, Marcel Bourreta, qui dit que l'Algérie abrite, l'Algérie forme, l'Algérie finance, l'Algérie arme le Polisario. La communauté internationale regarde sur Mars ou il se passe quoi? Non, étant donné que... Parce que c'est évident quand même. C'est très évident. Tindouf, aujourd'hui, se trouve en Algérie, bien qu'elle était marocaine il y a une soixantaine d'années. Et Tindouf, où siège donc le Polisario, il est sur un territoire algérien. Très bien. Mais l'Algérie, elle est toujours dans ce principe de la guerre froide, ce qui est idéologique, ce droit des peuples à l'autodétermination, cette résolution 1514 qui normalement était destinée contre les colonisations de l'Occident pour les pays de l'Afrique, et c'était le Maroc qui cherchait à décoloniser cette partie de son territoire qui est le Sahara.
Donc c'est pour cela que l'Algérie, il joue sur quelque chose, mais dans le sens idéologique, et bien sûr pour occuper sa population, étant donné qu'ils ne sont ni crédibles, c'est-à-dire le régime n'est plus crédible, ni légitime, et le Hirak algérien, bon, ils ont eu la chance que la pandémie l'a stoppé un peu, mais je pense que, au vu ce qu'on voit, les Algériens ne sont plus dupes pour laisser ce régime-là les maintenir avec un ennemi extérieur, avec tout ça. En plus de cela, le Polisario n'existe pas réellement en tant que réalité. Le Polisario n'existe que parce que l'Algérie lui permet d'exister. Donc c'est tout à fait clair. Bon, en droit international, on a estimé quelque part que le conflit est entre le Maroc et le Front Polisario en tant que représentant d'une entité, d'une population quelconque. Le problème, c'est que jamais le Polisario n'a été représentant des Sahraouis. Jamais, parce que les Sahraouis, d'abord, en tant que communauté humaine, débordent plusieurs États. Ce n'est pas uniquement des Sahraouis marocains, mais des Sahraouis mauritaniens, algériens, maliens, tchadiens. Donc, dire que le Polisario représente les Sahraouis, c'est une aberration. Mais nous étions dans les années 70 dans une situation de guerre froide. N'oublions pas cela. Et l'Union soviétique à l'époque, les pays de l'Est ont joué sur cette carte. On est d'accord. Ça fait 30 ans qu'il n'y a plus d'Union soviétique, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de guerre froide. Malheureusement, Malheureusement, les États peuvent disparaître, mais les idées restent. Voilà. Les dogmes restent. Et nous sommes toujours devant ce dogme de libération d'une communauté qui n'existe pas réellement. Mais c'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas diplomate, je suis journaliste et je n'arrive pas à comprendre cette manque de logique. Il y a le droit, il y a la logique juridique, ok, d'accord, mais il y a aussi le bon sens. Et là, vous n'avez qu'à voir, par exemple, l'agence de presse officielle algérienne, la PS. C'est chaque jour, il y a même un pavé qui est consacré au Polisario. Et ils se disent pas. Ils sont même dans le casus belli. Là. Oui, pratiquement. Vous savez, lorsqu'on parle du droit, on ne parle pas nécessairement de la justice, de l'équité. Le droit n'est pas toujours juste et équitable. Le droit, c'est une manifestation d'un rapport de force humain quelque part. D'accord ? Et derrière le droit, il y a des humains qui essayent d'imposer leur vision. Donc, la neutralité du droit n'existe pas. Le droit international, ça a été fabriqué par un certain nombre d'États. Et le droit international actuel que nous connaissons actuellement était le fruit d'âpres négociations entre les superpuissances coloniales et par la suite, dans le début du XXe siècle, entre l'Union soviétique et le camp occidental. Donc, ce droit-là reflétait en quelque sorte un rapport de force à l'époque. Maintenant, il reflétait le rapport de force, mais il ne trouvait pas de solution aux problèmes du monde. Et on voit très bien que les Nations Unies n'ont pas résolu les problèmes du monde, malheureusement. Nous espérons que les Nations Unies joueront un rôle plus poussé dans l'avenir, parce que nous croyons en la nécessité d'une organisation supranationale qui peut faire un peu d'ordre dans cette anarchie mondiale. Mais malheureusement, les Nations Unies n'ont pas les moyens. Vous ne pensez pas que maintenant l'histoire s'accélère un petit peu avec ce qu'on peut appeler l'animosité? Vous parlez du casus belli, l'animosité, je veux dire que ça. Donc rupture des relations, accusation d'incendie, accusation de meurtre, accusation de lynchage, accusation de meurtre de camionneurs, enfin accusation de tout. Et vous ne pensez pas que d'ici à la résolution de l'année prochaine, les choses peuvent évoluer un petit peu? Dans ce que dit Abdelhamid Belkhatab au niveau du droit international, il n'est pas neutre, il n'est pas juste, tout ce qu'on veut, mais... Le Maroc, c'est clair. La position de Maroc, elle est claire. Il y a un processus politique que le Maroc a proposé. Soit vous le prenez, sinon nous sommes dans notre territoire. Et les forces armées royales, pour revenir, sont là pour préserver ce territoire, comme j'ai dit, ad vitam aeternam. Quel que soit, parce que l'Algérie, il cherche que le Maroc rend le casus belli. D'accord ? Plutôt rend le cessez-le-feu et aller au casus belli. Maintenant, le Polisario, quand il arrive, d'abord il y a un mur, et quand ils arrivent et essayent quand ils ont fait le 13 novembre de l'année dernière, ils ont été remis en place rapidement. Si l'Algérie s'amuse, et ça c'est autre chose, si l'Algérie veut aller en guerre avec le Maroc, et c'est ce qu'elle essaie, ça ne serait plus
le cessez-le-feu. Le problème sera entre l'Algérie et le Maroc, ce n'est pas le problème du Polisario. Donc si l'Algérie veut déclarer la guerre au Maroc, ce n'est plus le Polisario, on n'est plus dans le cas du cessez-le-feu. Mais pour le cessez-le-feu, le Maroc, c'est clair. Donc pour 1991, il est là, il préserve son territoire. Maintenant, l'Algérie, est-ce qu'elle peut aller en guerre? Non, elle ne peut pas aller en guerre, même s'il le veut, même s'il le désire, parce que d'une part, elle n'a pas peut-être les moyens, et puis la communauté internationale n'a pas intérêt, vous avez parlé tout à l'heure du Sahel, et c'est la seule région qui est stable, c'est le Maroc, ce qui permet une stabilité. Vous avez parlé de la migration, de la sécurité, de plusieurs autres choses. C'est un pôle émergent, c'est un État émergent, c'est un État, une puissance, et qui permet une stabilité. Regardez ce qui se passe en Libye, regardez le Sahel et le sud de l'Algérie, donc ce qui se passe, le terrorisme. Si on laisse l'Algérie, c'est-à-dire venir et faire quelque chose et déclarer la guerre au Maroc, ça ne peut pas marcher parce que tout le monde va subir les conséquences. Non pas l'Algérie et le Maroc, mais tout le bassin méditerranéen et l'Afrique de l'Ouest. Je parle même pas d'un conflit entre l'Algérie et le Maroc. Ça, ils seront responsables de ce qu'ils feront, ce cas nous plaise d'ailleurs. Mais c'est au niveau du Polisario et du Maroc. On part d'un cessez-le-feu. Accord de cessez-le-feu de 1991. Oui. Bien. Le Maroc est accusé par le Polisario, par les Algériens, d'avoir rompu le cessez-le-feu le 13 novembre 2020. La résolution, il a dit qu'il n'y a pas... Alors que la résolution, elle est claire, elle dit que oui, il y avait des hommes armés, oui, il y avait des civils, oui, il y avait avant, oui, l'armée marocaine, le Maroc nous a prévenu de ce qu'on allait faire et tout. Entre-temps, nous avons donc un Polisario qui figure dans les résolutions de l'ONU, qui parle de rompre le cessez-le-feu. Nous avons rompu le cessez-le-feu, ils en sont à 350 communiqués ou un truc comme ça, de rupture de cessez-le-feu. Encore une fois, où est la communauté internationale? Parce que, alors, à quoi sert un texte de résolution? Puisqu'il vous dit, bon ben voilà, vous gardez le cessez-le-feu, il y a l'un des deux qui dit, moi je ne respecte pas le cessez-le-feu, et je tire. Ben, s'ils le font, ben voilà... c'est qu'ils donnent raison au Maroc, parce que devant les Nations Unies, voilà. Ça, il faut en être clair. Lorsque le Polisario cesse de respecter le cessez-le-feu, il le dit. Voilà, nous sommes devant une situation qui donne raison juridiquement au Maroc. Et c'est aux Nations Unies de prendre acte de ce qui se passe. Maintenant, on voit très bien que les Nations Unies, malheureusement, malgré le fait que la dernière résolution était favorable au Maroc, mais ne donne pas véritablement raison au Maroc. Parce que nous sommes devant une situation où l'une des parties a cessé de respecter ses engagements, à savoir le cessez-le-feu, ne serait-ce que par la parole. Parce qu'on sait très bien que derrière les communiqués, il n'y a rien. Il n'y a pas de guerre au Sahara. Ça, on le sait. Mais ne serait-ce que par la parole, lorsqu'on déclare officiellement qu'on ne respecte plus le cessez-le-feu, on cesse aussi de bénéficier de la protection internationale. Et on donne raison, finalement, au Maroc. Point barre. C'est fini. Normalement, dernière remarque, parce que le temps passe. D'accord. En fait, c'est des formulations. Ils sont en train de dire qu'ils ont... Mais il y a des satellites, il y a la MINURSO qui est sur place. Si vraiment ils avaient cessé le feu comme ils le disent, ou bien rompu le cessez-le-feu, qu'ils disent faire. Voilà. Alors s'ils avaient rompu, la réaction allait être rapide de la communauté internationale et de la MINURSO. Au moins, le secrétaire général, on serait informé. Eux, ils ont poussé, ils ont essayé de dire que c'est le Maroc qui est en train de qui a rompu le cessez-le-feu. Non, mais le Maroc n'a pas rompu le cessez-le-feu parce que ce qu'il a fait, l'opération... À chaque fois, c'est ce qu'ils disent. Même l'opération du 13 novembre, ils disaient que le Maroc a utilisé les forces alors que c'était Pour eux, c'est la guerre totale contre le Maroc. Ben, tant pis. Ah oui, allez croire, c'est la catastrophe ici. C'est comme ils avaient gagné la guerre. Allez croire, c'est les Ardennes en 1944. C'est le délire. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes devant une obstination idéologique. Ces gens-là datent d'une époque révolue. Et d'ailleurs, on doit attendre peut-être la nouvelle génération, peut-être qu'il sera plus pragmatique que ne l'est ces gens-là. Les enfants qui sont en train d'armer, on a vu des Oui, l'ambassadeur Omar Hilal a montré les images, il les a montrées.
dans l'antre de La la paix communauté mondiale qui est internationale, l'ONU. malheureusement, doit joue aussi la intervenir. partie de l'Algérie. Voilà. Pourquoi? Parce que le gaz algérien intéresse beaucoup d'États. Bon, alors on va Voilà. attendre la résolution Voilà. de l'année prochaine. On va voir ce qui va se passer parce qu'il se passe beaucoup de choses qui sont assez particulières en matière de respect des résolutions des textes de droit international. On verra comment ça va se passer. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.